c'est ma tête, entre guillemets, qui me fait souffrir, c'est pas ma tête qui va me guérir. C'est pas le langage. Quand on a des amis, qu'on a un problème, on radote un peu, quoi. On raconte les mêmes histoires, et puis on dit si. Et puis 5 minutes après, on peut presque dire le contraire avec un raisonnement rationnel. Il y a des gens qui ont souffert des choses atroces, mais en eux, il y a toujours cette espèce de flamèche de vie, d'intelligence qui est là. Peut-être qu'elle est ratatinée, mais elle est là. Et donc si on l'écoute sans se préoccuper de toutes les horreurs, je pense que ça va. Il ne faut jamais être dans cette posture du médecin qui sait, qui est à distance et tout ça. Je pense que c'est vraiment profondément horrible pour les patients de sentir des médecins qui sont dans une espèce de posture de médecin. Ce qu'on veut, nous, c'est revoir des êtres humains. Et quand on voit un médecin, on veut voir un être humain. Et on veut être reçu comme un être humain. Et toutes ces postures de soignants, psychologues, médecins, sachants, ça ne va pas. C'est très très grave, il faut le dire aux jeunes, parce que les jeunes, il y a encore un espoir. Bonjour, pour commencer la nouvelle année, j'avais envie de vous présenter un psychothérapeute que je trouve vraiment extraordinaire parce qu'il réussit à nous montrer comment trouver de la présence, de la confiance, de la joie. Et je crois qu'on en a tous besoin. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Alain. Bonjour Fabrice. C'est un grand plaisir de te recevoir dans Dialogue. Je trouvais vraiment important de pouvoir présenter un peu ton travail et montrer comment on peut mettre en œuvre un travail psychothérapeutique qui puisse aider les gens. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? J'ai 56 ans, je suis réanimateur à Gustave-Roussy, donc c'est un hôpital de cancérologie. Et je suis psychothérapeute et j'exerce le vendredi en ville dans un cabinet, dans le 5e. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir médecin? Comment ça s'est fait? Alors médecin, c'est assez... moi j'étais plutôt un mauvais élève. Et c'est pas facile. Quand tu es mauvais élève... Je me souviens très bien, j'étais avenue de Saxe avec un ami qui est maintenant professeur d'ORL. Il s'appelle Papon, Jean-François Papon. On ne s'est pas vu depuis 30 ans, s'il écoute la vidéo. Et il avait le petit guide qui disait, en fonction de ta terminale, de ta mention et tout, est-ce que tu as des chances de réussir en médecine? Il regardait ça. Lui, c'était un bon élève, il a fait médecine tout de suite. Et moi, je regardais ça et j'ai dit, c'est évident, je ne serai pas médecin. Donc, ça m'avait déjà trotté dans la tête sans que ça soit vraiment une vocation. Mais disons, ça avait un métier qui avait du sens. Et puis, j'ai eu le bac quand même. J'ai redoublé, donc j'ai eu une mention au bac. Ça m'a permis d'aller à Dauphine, qui est une faculté qui était à ses côtés. J'ai fait une maîtrise de gestion. Et après la maîtrise, on ne pouvait plus trop mentir. Donc, la question, c'est est-ce que je voulais devenir businessman? Et donc, la réponse a été assez évidente. Et donc j'ai commencé médecine, après avoir une année où j'ai travaillé la médecine japonaise qui m'attirait beaucoup, le shiatsu, avec quelqu'un qui était complètement exceptionnel sur le plan technique et complètement désastreux sur le plan humain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant qui est didactique pour les gens qui sont sur un chemin. C'est que c'est compliqué, parfois il y a des gens qui ont du talent, mais c'est quand même pas des gens bien. Et donc ça complique l'avancée, quoi. Et donc j'ai commencé médecine à 26 ans, ce qui n'est pas évident, mais ça a bien marché, et puis je suis devenu médecin comme ça. Donc tu es devenu médecin, puis maintenant tu travailles, comme tu l'as dit, en réanimation à Gustave-Roussy. Comment tu décides de t'engager pour devenir psychothérapeute? Alors, c'est rigolo, parce que c'est pas une réflexion du tout pensée, organisée. Je crois que c'était en 2005 peut-être, je suis fatigué, je fais beaucoup de garde déjà, et j'ai un ami proche qui me dit tu devrais faire de l'autonomie, et il me conseille d'aller voir un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Sécheresse. Et en fait, je prends rendez-vous en pensant que c'est peut-être quelqu'un qui fait un peu de l'ostéo ou l'équivalent. Et j'arrive dans un vieil immeuble du Marais, dans une petite rue étroite. Il n'y avait pas de plaque. Je monte au 3e étage, il n'y avait pas de nom, et je sonne. Et là, il y a un vieux monsieur qui m'accueille, et il m'a serré la main comme on m'avait jamais serré la main. À la fois, c'était très chaleureux et tendre, et à la fois, il m'aspirait. Et c'était vachement étonnant comme contact, sympathique, mais un peu étrange. Et j'ai fait de l'autonomie. Il m'a demandé de faire un dessin à la fin. C'était un psychiatre à la retraite. Et je n'étais pas venu voir un psychiatre, ça allait à peu près. Et j'ai trouvé ce contact complètement incroyable. Ça, c'était en 2005. Et moi, j'ai toujours eu un bon contact avec les patients. J'ai toujours aimé toucher les gens. Et, entre guillemets, j'avais un bon contact. Mais quand même, ce qu'il faisait, c'était dingue. Et donc, il m'a dit, il y a des formations. Et donc, en 2007, j'ai commencé à faire des formations pour comprendre et acquérir cette manière de contacter les gens. Et le chemin, j'ai fait des tas de formations, des tas de formations, des tas de formations. Et à un moment, je suis arrivé à la formation d'apto-psychothérapie. Et quand je l'ai terminée, on m'a dit « D'accord, mais t'es pas psychothérapeute », ce qui était vrai.
Et donc, quand tu es médecin et que tu n'es pas psychothérapeute, tu as un moyen de devenir psychothérapeute. Mais il faut faire des formations. Donc, j'ai fait les formations, j'ai fait le stage en psychiatrie, j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai eu le titre de psychothérapeute. Et à la fin, j'ai eu à la fois cette grande aspiration de faire de l'autonomie et de l'hypnose, mais c'est un autre sujet, enfin, c'est le même sujet. Et ce titre de psychothérapeute. Et j'étais à 80% avec Gustave Roussy et je me suis dit, j'ai toujours voulu soigner avec les mains. J'ai toujours pensé que les mains, le corps, c'était la façon d'aider les gens à aller mieux. Et donc, ça a été une chance, mais un peu un hasard d'enchaînement de circonstances qui font que je suis psychothérapeute. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Pourquoi le corps, c'est tellement important pour emmener à un changement et à une guérison? Alors, j'écoute tes dialogues de semaine en semaine. Tu as des gens brillants qui viennent, qui proposent des tas de chemins pour aller mieux. Mais avant de les écouter, et surtout d'écouter certains patients, j'avais une espèce d'idée que la tête ne peut pas guérir le corps, enfin le cœur, enfin l'être humain. Et je disais que moi, mes problèmes, enfin, quand on a des amis, qu'on a un problème, on radote un peu, quoi. On raconte les mêmes histoires, et puis on dit si. Et puis 5 minutes après, on peut presque dire le contraire avec un raisonnement rationnel. Et donc je me suis dit, c'est ma tête, entre guillemets, qui me fait souffrir, c'est pas ma tête qui va me guérir, c'est pas le langage. Et là, je dois mettre un bémol parce qu'en recevant des patients, il y a des patients pour lesquels, par exemple, la psychanalyse a été quelque chose qui leur a fait euh, un bien très profond, à un endroit auquel ils ne pouvaient pas accéder seuls. Il y avait quelque chose du miroir, de l'échange qui a fait quelque chose de fort pour eux. En tout cas, moi, pendant très longtemps et encore maintenant, ça me paraissait complètement fou. Et le corps, c'est pas le corps. Le corps, c'est, si tu veux, le truc le plus parlant, je pense, c'est quoi? C'est le câlin. Le câlin qu'une maman peut faire à un enfant, à un papa, un ami, une amoureuse, bah, le câlin, pour moi, c'est ce qui résout tout. Moi, j'ai toujours compris le câlin. Alors, évidemment, c'est pas un métier. Câlinothérapeute, tu peux pas faire ça comme métier. Mais l'autonomie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'hypnose, telle que moi je l'ai comprise et telle qu'on me l'a enseignée d'une certaine façon, elle est complètement incarnée. Et il s'agit, on dit le corps parce qu'on n'a pas d'autres mots, mais en fait, il s'agit d'écouter la résonance de nos difficultés, nos obstacles, dans notre être. Et donc, il faut parler de vécu, il faut parler de résonance, il faut parler de choses comme ça. Et comme on radote et qu'on se cogne la tête toujours contre le même arbre, finalement, en passant par le corps, il y a une forme d'évidence ou de clairvoyance qui le corps a à nous apprendre. Pas le corps, notre vécu, quoi, notre ressenti. Donc ça c'est clair, il faut préciser tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, que quand on dit corps, c'est compliqué parce qu'on entend le corps comme quelque chose de mécanique ou opposé à l'esprit, et là c'est plutôt le corps comme espace de résonance de notre propre existence. Ouais. Le corps, c'est nous en réalité. La tête, c'est comme si c'était... la tête fait partie du corps, et parfois c'est comme une polarité. Si on regarde une espèce de patate ou de haricot, ça bouillonne trop là-haut, alors que on est l'ensemble. Donc si on se calme un tout petit peu, eh ben, on peut réfléchir beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on réfléchit toujours, il faut de l'intelligence, mais pas cette intelligence résonante qui tourne en rond et qui nous pollue la vie. Alors, bon, je suis très, moi aussi, impressionné par l'autonomie. Ça a beaucoup changé ma vie, j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres. Est-ce que tu veux essayer de dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'autonomie, comment ça a été fondé? Ça a été fondé par un Néerlandais qui s'appelle Frans Velman, qui était médecin. Parfois, il y a des doutes parce que c'est un système médical qui n'est pas comme nous, mais en tout cas, il n'y a pas marqué docteur sur son livre, mais c'était un médecin, qui a vécu le temps de la guerre et qui a, à ce moment-là, vécu des choses suffisamment traumatisantes ou été témoin de choses suffisamment terrorisantes pour comprendre que la chose qui tenait les hommes debout et tenait les hommes ensemble, c'est lui, il appelait ça affectivité, c'est ce lien d'écoute et de soutien. Et que ça passait par la présence, beaucoup, parce qu'en fait, on parle toujours du contact en autonomie.
toucher les gens, évidemment, mais il y insiste beaucoup, c'est la présence. Et on le sent tous. On sent quand quelqu'un nous écoute et quand quelqu'un ne nous écoute pas. Mais seulement, on n'est pas sensibilisé à le dire. Et donc là, c'est vraiment la présence attentive et avec quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif. Donc ça, c'est le cœur de son truc. Et après, il l'a développé et il l'a beaucoup enseigné parce qu'il est arrivé pour sa retraite dans le sud de la France. Et il y a des médecins français, psychiatres essentiellement, qui ont été frappés par sa pratique et lui ont demandé de sortir de sa retraite pour former. Donc il a formé, c'est en France qu'il y a le cœur ardent de l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est une manière de... On peut dire, déjà, c'est une thérapie manuelle. Quand même, on est contacté, on est en sous-vêtements, sur un lit d'aptonomie, on est contacté. Et c'est un contact qui est rassérénant. C'est un contact qui nous aide à goûter un sens de complétude. C'est un contact qui finalement nous met dans un état très très simple, mais qui est difficile d'y accéder seul. Et c'est un état juste où on est posé en nous-mêmes, on est ouvert au monde et à la relation, et finalement on arrive à respirer mieux et réfléchir mieux. On arrive à réfléchir plus justement parce qu'on est posé là où nous sommes profondément. C'est ça l'aptonomie. Bon, moi je peux en témoigner puisque j'ai rencontré Franz Wellmann, donc j'étais dans le sud de la France le rencontrer il y a au moins, je pense, plus d'une vingtaine d'années, peut-être 25 ans. Et je me sentais à ce moment-là, malgré la méditation, bloqué. Et j'ai fait une séance avec lui et j'ai vraiment senti un sens de bonté et d'amour originaire qui a transformé mon existence. Donc c'est quelque chose, il avait vraiment... et comme tu l'as dit très bien, le fait d'être touché d'une manière dont on n'est jamais touché. Puisque l'aptonomie, on peut dire, c'est on est touché d'une manière qu'on n'est jamais touché. C'est pas un massage, c'est vraiment être touché dans la vérité de son être, avec une affectivité tellement... qui n'est pas l'affectivité qu'on a avec un ami, qui est une affectivité qui dépasse ça, enfin, ou qui dépasse, c'est pas bien dit, mais... Et cette affectivité peut vraiment nous transformer. Toi, tu as commencé d'abord par faire des séances d'autonomie comme patient. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu as vu un... Alors, ça c'est vraiment une question, parce que j'ai fait tellement de choses en tellement de temps, je ne sais plus. Mais disons, j'arrive pas à... Mais disons, je vois encore le docteur Descamps, qui est une femme extraordinaire, assez régulièrement, mais avec une certaine distance. Et j'y vais, quand j'en sors, je suis, ce que je dis, une forme de réaligné, posé en moi-même, ouvert au monde. Je respire, beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Donc il y a quelque chose de vraiment, vraiment merveilleux. Et donc, c'est parce que j'ai trouvé ça extraordinaire que je veux le proposer. Et je le vis, moi j'y vais comme patient. Et après je le propose aux gens comme thérapeute. Moi j'ai envoyé des gens qui m'écrivent, puisque moi je ne suis pas du tout thérapeute, je suis vraiment philosophe, donc des fois certaines personnes m'écrivent. C'est pour ça que je t'ai invité ici, parce que j'ai envoyé plusieurs personnes te voir et ça les a vraiment transformés. Pourquoi ça les transforme autant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le... Pourquoi ce rapport-là peut transformer les gens? Alors, d'abord c'est quand même une rencontre. C'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout extraordinaire, mais je suis le fruit d'un chemin. C'est-à-dire que j'ai quand même l'idée que les gens qui viennent, ils ont la solution en eux. C'est-à-dire que moi, je n'apporte pas... Donc, c'est quand même un rapport où les gens, finalement, ils arrivent, ils sont juste un peu déréglés, ou ils ont un petit souci momentané, ou je ne sais pas comment dire. Oui, on est moi, coupé cette oui, c'est ça, ils sont coupés. On est coupé. Parce que si je reprends mon expérience, on était coupé de l'affectivité, on a l'impression que la dureté de la vie, les traumas, le rejet, fait que d'un seul coup, on connaît plus le chemin de cet amour originaire. Non, c'est poignant, tu vois des gens vraiment, ils ont besoin très profondément de ça. C'est au-delà des mots, c'est juste être soutenu, touché d'une certaine manière. Ça fait un bien fou. Moi, j'essaie de banaliser ça beaucoup, parce que si on rajoute de l'idée, on nourrit un vide que j'ai à l'intérieur, tout ça, ça devient conceptuel et tout ça. Moi, je leur dis, écoutez, ça fait du bien, c'est quand même simple. C'est plus facile quand quelqu'un vous aide à y aller, donc je suis là. Et puis, mais ça touche un endroit que rien d'autre ne touche, enfin, comme thérapie. Et cette zone-là, elle est difficile à identifier. C'est pour ça qu'en parler, c'est un peu compliqué. Mais quand on le ressent, c'est très évident. Et c'est vraiment un câlin.
C'est vraiment quand quelqu'un vous tient la main et que c'est sympa, quelqu'un vous met la main sur l'épaule et c'est sympa. Ou même la présence, une présence chaleureuse, ça fait du bien. On fait la queue à la SNCF, on est stressé par un billet. Quand la personne nous accueille pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle nous écoute, elle dit, elle, elle est avec nous pour la difficulté qui nous amène, on respire. Et il y a quelque chose de ce ordre-là qui est très simple, mais très simple et très naturel, mais malheureusement dans notre vie exceptionnelle. Et évidemment, ça demande, dans le travail thérapeutique, donc tu aides les gens à revenir à cet espace sécure. Au fond, Ouais. les gens touchent un espace sécure originaire Oui. dont on est coupé. Il y a à la fois cette dimension affective, cette dimension sécure, et là, c'est très 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 précis, c'est des années de formation pour aider la personne à trouver cet espace sécure où elle peut se ressourcer, Ouais. changer son rapport au monde. Et c'est à elle, c'est ça qui est important. Mais là, Franz Wellman avait beaucoup insisté, il insiste sur tout, il insistait sur ce qu'il appelait le détachement, c'est-à-dire le moment où on enlève les mains. C'est très important que la personne ait son autonomie. Alors, qu'il n'y ait pas de dépendance, qu'il n'y ait pas un truc qui entache, La personne, elle vient, elle reçoit quelque chose, on échange quelque chose, c'est un échange, parce que c'est agréable de faire la séance, parce qu'on est obligé de s'ouvrir quand on fait la séance, donc finalement la séance, elle est vraiment agréable pour la personne qui l'a fait. Mais après, la personne, hop, on se détache, elle, c'est-à-dire elle n'est pas malade. Et c'est quelqu'un, elle vient, c'est un être humain dans son chemin. Moi, je lui apporte quelque chose auquel elle n'a pas accès dans sa vie quotidienne, mais elle est exactement comme moi. C'est quelqu'un qui est en difficulté avec le monde, la vie et tout ça. Je lui permets dans ce lieu aussi, le lieu c'est important, il y a le lieu, il y a le moment, il reste 1 heure, il y a le temps de se poser. Et là, ils goûtent quelque chose en eux-mêmes, et ce truc qu'ils goûtent, ils l'ont eux-mêmes, c'est leur vécu. C'est Et ça ce qui fait la vécu-là, transformation. ah oui, ils sentent qu'en eux, évidemment, il y a des tas de problèmes, mais il y a des moments où c'est spontanément tranquille. Et cette tranquillité-là, ils peuvent mieux réfléchir, ils peuvent respirer un peu, ils repartent, ils se débrouillent tout seuls. Avant de devenir psychothérapeute, l'autonomie t'a aidé dans ton travail en réanimation à ouvrir un rapport plus profond, plus intime avec les patients. Ouais, alors je dirais que oui, mais ça a été, disons, moi j'ai quand même une idée du travail médical, pas comme un sacerdoce du tout, mais comme quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, je me prends très au sérieux comme médecin. C'est-à-dire que je fais le médecin. C'est-à-dire que quand je suis à l'hôpital et je suis avec un patient, je rigole beaucoup, je fais des blagues. Mais je sais que je suis le médecin et que j'ai un rôle à jouer par rapport au patient qui est dans une situation qui est souvent pas sympa. Et donc ça, j'avais déjà ça. Après, la méditation, que je pratique dans une très bonne école, depuis très longtemps, fait que j'ai un rapport au silence qui est indispensable dans la relation au patient. Il faut laisser de l'espace et des silences. Et finalement, ce que m'a apporté l'autonomie, c'est pas ça. C'est juste mon contact qui était bon, il est devenu plus fin. Et puis aussi, j'ai osé plus, enfin, j'ai pris plus conscience que le contact était quelque chose qui était nécessaire aux patients. Parce que la réanimation, c'est violent, c'est affreusement violent. Pour les patients, pour les familles, c'est affreusement violent. Et par exemple, un des moments les mieux pour les patients de réanimation, c'est la toilette du matin avec les aides-soignants. On ne parle jamais des aides-soignants, mais c'est un métier magnifique. Et je trouve que aide-soignant, c'est un terme qui est très mal choisi. Ils n'aident pas les soignants. Moi, je n'ai pas besoin des aides-soignants. Les patients, ce sont des aides-malades. Ils aident les malades, ils leur font un bien extraordinaire, ils font la toilette. C'est-à-dire que les gens sont propres, ils ont des draps propres, dans un lit fait, et ils ont la peau qui est douce. Parce qu'on les nettoie et puis on leur met de l'huile. Et donc, c'est un moment extraordinaire. Et moi, ce que je fais, c'est que je les contacte. Quand je parle, je pose la main à l'air de rien. Mais ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est très important. Je suis convaincu que ça leur fait du bien. Alors, je dis des trucs, parce qu'il faut parler un peu. Mais... À côté de l'autonomie, tu t'es aussi formé à l'hypnose. Et là aussi, tu as choisi un peu la voie de l'excellence, puisque tu as commencé par rencontrer François Roustan, Ouais. qui était, j'en parle souvent sur la chaîne, il a joué un rôle aussi majeur dans mon propre chemin, qui était vraiment un des grands thérapeutes de notre temps. Comment ça s'est passé, la rencontre avec François Roustan? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Et comment ça a aussi nourri ton travail thérapeutique aujourd'hui? J'ai rencontré 2 fois physiquement Franz Wellman, qui est mort.
J'ai rencontré 2 fois François Roustan et il est décédé après. Et donc je ne pense pas qu'il y ait le lien de cause à effet. Il faut que je fasse gaffe au prochain type exceptionnel que je rencontre. Mais c'est vrai Ouais, que ils je suis étaient très heureux de âgés. les avoir rencontrés. Ils étaient très âgés tous les deux. Oui, 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 bien sûr, ils étaient malades et très âgés. François Roustan, c'est quelqu'un qui m'a introduit auprès de lui. J'ai pris une consultation. C'était l'idée, pour ceux qui le connaissent, une consultation, on n'en parle plus. Il règle le problème. Et moi, je suis allé le voir intimidé, mais voilà. Et c'était dans le 17e, dans un fond de cours. Il m'a ouvert. Et Il avait plus de 90 ans. Hein, ouais, c'était en 2014. Je l'ai vu 2 fois. J'ai été très bête. Il est tellement exceptionnel que j'ai vraiment été bête de ne pas profiter. Mais comme il disait, après une séance, c'est fini, j'ai pas osé trop. Et après un an, j'ai dit, bon, quand même. Et je l'ai rappelé, il m'a accueilli très gentiment, alors que j'aurais dû ainsi faire. Enfin, c'est dommage. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui. D'abord, il a été très gentil, hein, parce qu'il y a des gens qui disent des choses sur YouTube, que parfois. Ça a été un homme adorable. Ça a été un homme adorable. Ça m'a pas étonné, l'atmosphère générale, cet effet de silence, d'écoute et de présence. C'est la méditation, donc ça m'a pas étonné. C'était comme il fallait. Et il a pointé chez moi quelque chose que je voyais pas du tout. Il m'a dit vous ne serez jamais un type bien, laissez tomber. Mais vu comme ça, c'est un peu une astuce, on pourrait dire. Mais c'est un truc que j'avais jamais vu chez moi. Et moi, quand même, je suis un gars bien. Et, et j'y tiens. Mais être un gars bien, c'est bien. Mais il y a un moment où c'est trop. C'est-à-dire que c'est pas que ça devient un personnage, c'est trop dire. Mais disons, on est prisonnier de certains trucs, d'une espèce de carcan de fonctionnement, de relation, en se disant là, si je fais ça, c'est pas bien. Et lui, c'est pas ça, c'est un homme libre. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai pas vu. Et après, c'est pas du tout mon problème. Moi, être un gars bien, ça m'allait. Et j'avais pas de difficulté. Mais il y a quelque chose de très profond là-dedans qui correspondait à quelque chose chez moi que j'avais pas du tout vu et qu'en fait était quand même central. Et d'ailleurs, je lui dis, moi, je peux pas. Je lui dis, maman, je veux pas vis-à-vis de ma mère être un gars pas bien, c'est pas possible. Et En fait, il t'a montré que la volonté d'être un type bien c'est ça. entravait la possibilité d'être un Ouais. type bien, que tu n'avais pas besoin de Il me dit que avoir c'était cet pas la effort-là. question, c'était pas du tout le sujet. Parce qu'en fait, donc François, que j'ai aussi que j'ai vu et avec qui j'ai souvent parlé, au fond, son point, c'était de trouver, à partir de l'espace de la présence et de cette ouverture inconditionnelle, de voir le point où il y a quelque chose qui est crispé. C'est fou. Et il avait un génie de remarquer chez chacun le point qui empêche la présence, l'ouverture, la détente. Parce que c'était pas ma question. C'était pas du tout ma question. Et ça a apparu là, et j'ai senti que c'était quelque chose de central. Et après, sa manière de faire, c'est de se poser là, tout le monde dit son fauteuil, le fauteuil va recevoir vos trucs et tout comme si c'était une astuce. C'est pas une astuce. Ce qu'il veut, c'est qu'on colle à nous-mêmes, qu'on colle à ce qu'on est et au moment. C'est tout. Et ça prend un peu de temps. Et ça passe forcément par une présence. On peut pas être dans notre tête, ça marche pas. C'est ça le truc, c'est pas du tout le fauteuil. Il y a un moment, il faut enlever la feuille de papier de cigarette, ou énorme parfois, qui nous sépare de la réalité, de ce qu'on est. Et juste, c'est pas conceptuel, c'est pas intellectuel, c'est pas dogmatique, c'est juste que c'est incarné. Et donc ça, c'était extraordinaire. Et il m'a dit quelque chose d'autre, je l'ai relu ce matin, mais j'ai oublié, qui était vraiment, vraiment fort. Et quand je l'ai revu une deuxième fois, c'était par rapport, je lui parlais je sais pas pourquoi je suis venu, et j'avais eu un truc en réa, un peu de truc compliqué. Et il m'a dit quelque chose que je vais te dire, mais que j'ai pas encore, ça reste question. Moi, j'ai toujours dit, moi, je pense qu'un médecin, il doit être touché. Je pense que c'est pas possible de faire ce métier sans être touché. Il y a une espèce d'éthique à être touché. Donc, être impacté par ce qu'on vit. Parce que si on n'est pas impacté par les horreurs que les gens traversent, je trouve que ça va pas. Je trouve que c'est pas possible. Et voilà. Et en même temps, lui, il dit non. Moi, je disais toucher, pas couler. Lui disait non, il faut sentir. Il faut sentir où est la personne, il faut sentir ce qui est nécessaire pour elle. Il ne s'agit pas d'être touché, c'est pas la question. Et j'ai trouvé ça brillant, et puis c'est un thérapeute qui le dit, et puis il est beaucoup plus vieux que moi, il a beaucoup travaillé, donc je me suis dit, il a raison. Et je suis encore dans le questionnement entre, je veux être touché, parce que ça relève de l'éthique chez moi, mais je vois qu'il s'agit, enfin, ça n'a pas de sens de se faire taper dessus par le destin des autres, parce que moi j'ai de la chance, mais... Et donc il y a quelque chose dans le sentir, et comment, dans le sentir, garder du lien. Il y a un truc comme ça. Mais non, ça a été quelqu'un d'extraordinairement... Et puis il a été très gentil, il a dit des choses que j'ai pas très bien compris, mais que j'ai notées, et c'est comme s'il me disait,
Il me disait, un jour, des gens vont vouloir se reposer sur vous, vous les laisserez faire, ça n'a aucune importance. C'est une phrase étrange. C'est comme s'il me disait, tu seras thérapeute. Mais moi, j'en étais pas là du tout. Et je l'ai noté, et quand à chaque fois, j'avais eu l'impression, il me dit, vous avez la stature et des trucs Et j'ai entendu des choses mais c'était pas ma question, en fait. Il m'a dit des trucs qui étaient assez étonnants. Et ce qui était rigolo, il était rigolo, hein. On ne dit pas qu'il est rigolo, mais Il était très il est rigolo. rigolo, hein. Euh, Impitoyable, Ah oui, putain. rigolo et incroyablement aimant. C'est ça. Moi, je trouve que mes rencontres avec lui, je me suis senti si intensément et profondément aimé. Ah, c'est ça. Il n'aimait pas quand je lui disais ça, il disait non, mais parce qu'il disait que le rôle du thérapeute et puis son rôle, c'était pas d'aimer. Mais moi, je trouve que c'est ça le vrai amour, ce qu'il avait, cette capacité de nous voir sans jugement, Ah, avec pas de une telle jugement. ouverture. Mais Ouais. moi, je me suis senti tellement profondément aimé. Ah ouais, c'est ça. Avec lui, tu peux être quitté. Et ouais, c'est ça. Et pas de. Alors moi, je l'ai pas connu en réalité. Je suis allé 2 fois le consulter. Non, Mais après, donc, ça t'a suffisamment travaillé pour décider de te former, puisqu'après, tu as fait une formation ouais, en avec le hypnose docteur dans Benayem l'école que qu'il t'as a reçu. fondée. Oui. Ouais. Bah, je me suis formé parce que l'idée qu'il a de sa manière de parler de la présence et de ce que c'est que l'hypnose, je trouve que c'est très intelligent. C'est-à-dire que ce qu'il en fait, c'est à la fois, c'est le seul, je crois, à avoir fait ce travail théorique pour essayer d'expliquer cet état sans passer par les neurosciences, c'est pas son rayon, mais de dire quel est le génie qu'il a, plutôt de parler d'état de modifié de conscience, qui est un peu une soupe, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il disait que il faisait un parallèle entre sommeil paradoxal, donc c'est une des phases de sommeil, c'est la phase où on est complètement immobile et pourtant à l'intérieur le cerveau est très actif parce qu'il rêve. Et donc c'était paradoxal parce qu'on voyait un corps immobile et un cerveau en pleine ébullition. Donc ça c'est le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, très récupérateur, tout ça, tout ça. Et lui, il disait finalement l'état d'hypnose, c'est l'éveil paradoxal. C'est un moment où on est éveillé et il y a des tas de connexions qui se sont refaites dans notre cerveau et dans notre être, qui font que on est beaucoup plus ouvert et de manière beaucoup plus souple et organique à la situation. Et donc, cette situation de transe et de veille paradoxale, qu'il appelle après perceptude, c'est un état que la transe te permet, à laquelle la transe te permet d'accéder. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des trucs qui se passent en toi. C'est encore une fois comme il y a les ressources du patient qui sont sollicitées et qui peuvent se déployer et réarranger des trucs. C'est-à-dire que quand tu fais une séance d'hypnose, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu racontes une histoire, tu essayes d'ouvrir des possibilités, tu essaies de tout ça, mais avant, le plus important, c'est l'état de transe. C'est-à-dire que tu changes un tout petit peu sa connexion. Il est un peu moins comme ça intellectuel. Hop, il est un peu flottant et tu dis des trucs, des métaphores et lui, il fait son travail à l'intérieur. Et c'est complètement dingue. Parfois, il te raconte des choses à la fin, c'est pas du tout ce que tu as fait. Parfois, tu as des effets qui sont très profonds, existentiels, et toi, finalement, tu n'as quasiment rien fait. C'est-à-dire que tu permets à la personne d'accéder à un état, mais tu contrôles rien. Et moi, ça me va bien, de la même manière que l'autonomie. Finalement, ce que vit la personne me doit presque rien et l'étendue de ce qu'elle vit n'est pas en rapport avec mes compétences. Moi, je suis une espèce de médium, un lieu aussi, parce que le lieu compte beaucoup. À un instant, ils viennent, ils accordent, ils font un trou dans leur emploi du temps pour ça. Et il y a des trucs qui se passent qui peuvent être. C'est pour ça que je crois que Roustan, avec sa compétence, son intelligence, son expérience, et puis aussi les gens qui venaient, ils savaient où ils allaient. Ils pouvaient faire une séance et ça a changé des vies. Parce que c'est pas lui qui changeait des vies, c'est tout un élément, tout un tas de choses. Ce qu'on voit dans le lien entre la méditation, l'autonomie et l'hypnose, qui sont maintenant au cœur de ton travail, c'est comment la qualité de présence du thérapeute, dans le cadre thérapeutique, peut emmener à une transformation absolument radicale chez le patient et l'aider à changer les repères qu'il a dans sa vie habituelle. Et qu'au fond, ce que tu as, dans le point commun entre les trois, c'est apprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette qualité de présence, cette qualité d'accueil, cette qualité d'amour, cette qualité d'attention. Et c'est ça, au fond, que tu essaies de dire. Tu fais rien d'autre qu'être pleinement cette présence, cet accueil, cette chaleur. Et il y a un autre point commun à toutes ces pratiques, c'est d'être persuadé que chez l'autre, il y a quelque chose de sain qui demande qu'à fleurir. Il y a quelque chose de sain qui demande qu'à être nourri. Ça, c'est évidemment une notion un peu rare aujourd'hui, puisqu'on vit vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose de dangereux, d'inquiétant en nous.
Donc c'est une grande révolution que montrent ces thérapies. Et on voit les patients, quand ils viennent, ils ont tellement de questions comme si ça allait pas, comme s'ils étaient tordus. Comme s'ils étaient tordus de l'intérieur et que Mais c'est beaucoup de vraiment terrible. psychologie aujourd'hui part de ce principe, Ah ouais, c'est qu'il y a horrible. quelque chose de tordu, C'est qu'il y a quelque horrible. chose de perverti en nous, et donc c'est très difficile d'avoir confiance dans notre propre existence à partir de là. Donc au fond, on peut dire qu'une des choses que les gens découvrent dans le travail avec toi, c'est quelque chose en eux qui est originairement Ouais, bon et sain. ouais. Mais c'est parce C'est que... radical. Oui, mais très simplement, c'est juste que moi, je les accueille comme ça. Et puis moi, j'ai des problèmes. Je suis exactement comme eux, sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai la blouse blanche. C'est tout. Et j'ai appris des choses. Et j'ai Bah, tu as appris des appris à choses. garder cette présence et à faire Oui, confiance dans cette présence. oui, Et au fond, c'est ça qu'a transmis Vellman, la oui, méditation, l'hypnose, c'est qu'on peut faire confiance à cette présence, que ça vaut la peine et que ça oui. demande... pourquoi aujourd'hui c'est si peu fait? Pourquoi si peu de thérapeutes font confiance à la présence? Parce Ils, que ça demande un peu de courage quand même. ils osent pas. Ils Ils osent osent pas. C'est ce que pas, ils disait. se raccrochent à la théorie, ils pensent qu'il y a une distance thérapeutique, ils pensent que il faut pas tout dire aux gens parce qu'ils sont pas capables d'entendre, ils ont des tas de... alors moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement détendu, moi je suis médecin réanimateur, et je suis psychothérapeute maintenant. Mais maintenant, ce que j'ai compris, c'est que je suis juste un élément sur le parcours de vie des gens. Si ils viennent me voir, ils peuvent voir un psychologue, un psychiatre, prendre des médicaments. Je ne dis pas que je vais les aider à régler l'ensemble de leur vie, mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce que j'ai reçu comme formation et ce que je propose qui fait du bien à l'être humain. Mais après, ils peuvent aller voir ailleurs. Donc moi, je suis pas... je suis très détendu, en fait, sur... je, je fais ce que je peux, je mets vraiment tout mon cœur à la tâche, disons, mais je mets pas de, je mets pas de distance, je mets pas de théorie, parce que les gens vont se débrouiller. Je fais tout ce que je peux moi, avec ma façon de voir les choses, mais ils ont des aides ailleurs, il y a le temps, ils sont intelligents. Et voilà, et en fait, moi j'ai vu hier une patiente, je peux pas trop, faut que je transforme les choses pour pas que ça soit désagréable. Disons, elle a accès à des psychologues aussi, et les psychologues qu'elle voit, quand elle les voit, elle dit, on demande le prochain rendez-vous, elle essaye d'éloigner les rendez-vous, parce que c'est indélicat de... C'est dans un système hospitalier, c'est indélicat de dire j'ai plus besoin de vous, mais voilà. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de relation profondément humaine où la personne se mouille, entre guillemets, mais simplement comme une relation, c'est-à-dire qu'on parle, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière une blouse blanche. Ah, Franz Wellman, je suis allé le voir dans le sud, à Rome, je suis allé voir, et en fait, le premier message qu'il m'a donné, il y avait son assistante, Anne-Marie Pollen, qui était là, et je faisais la première séance avec elle. Et il jouait au médecin qui a sa blouse blanche. Il faisait, oui, comme ça. Il montrait, il dit, il ne faudra jamais faire ça. Il ne faut jamais être dans cette posture du médecin qui sait, qui a distance et tout ça. Et c'est ça, moi je ne fais pas ça. Moi je pense que c'est vraiment profondément horrible pour les patients de sentir des médecins qui sont dans une espèce de posture de médecin. Ce qu'on veut, nous, c'est revoir des êtres humains. Et quand on voit un médecin, on veut voir un être humain. Et on veut être reçu comme un être humain. Et toutes ces postures de soignants, psychologues, médecins, sachants, ça va pas. Ça va profondément, ça va pas. C'est très très grave, il faut le dire aux jeunes, parce que les jeunes, il y a encore un espoir. Les jeunes étudiants, c'est très important. Donc tu travailles aussi à Gustave Roussy, non seulement comme réanimateur, Ouais, mais tu fais de l'hypnose à Gustave Roussy et la méditation aussi. et la méditation. Est-ce que tu peux... Donc là, tu travailles avec des gens qui sont Ouais, 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 ouais. en souffrance. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux essayer de dire un peu qu'est-ce que ça leur apporte et déjà, qu'est-ce qui a conduit un hôpital comme Gustave Roussy, qui est un des hôpitaux de pointe pour le traitement du Ah, cancer, c'est l'hôpital de pointe. d'ouvrir, de reconnaître l'importance de la méditation et de l'hypnose pour aider les malades. C'est déjà une ouverture. Ouais, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Gustave Roussy, c'est l'hôpital de pointe en cancérologie en Europe. Au niveau du monde, c'est 3e ou 4e. Et leur volonté, c'est toujours, pas pour eux-mêmes, enfin pas pour nous-mêmes, parce que je suis de la maison, mais apporter tout ce qu'on peut faire de mieux aux patients. Ça, c'est la volonté farouche de Gustave Roussy.
Et c'est ce qui fait que c'est un centre de référence. C'est des gens qui viennent de l'étranger, de province bien sûr, pour venir avec Gustave Roussy. Et ils ont compris que les patients, c'est un continuum. Et il y a des tas de choses qui sont faites. Et assez récemment, on a ouvert dans un hôpital annexe de Gustave Roussy. Ça s'appelle Gustave Roussy, mais c'est pas dans le bâtiment principal de Villejuif, c'est à Chevilly-la-Rue. Quelque chose qu'on appelle GR Support, enfin le terme Gustave Roussy Support, Wellness Center, enfin quelque chose où on propose des pratiques, comment dire, des pratiques qui sont complètement centrales dans la qualité de vie des patients et qui s'associent au traitement, thérapie ciblée, chimiothérapie, tout ce qui est radiothérapie, tout ce qui est fondamental pour guérir et traiter le cancer, mais à la fois ce sont des êtres humains, donc il faut qu'il y ait d'autres choses. Il y a de l'acupuncture, il y a de l'hypnose, il y a de la méditation, il y a des activités physiques adaptées, il y a du yoga, et tout ça par des professionnels qui s'occupent de patients de Gustave Roussy. Donc moi je reçois des patients de Gustave Roussy comme réanimateur, du lundi au mercredi, et après le jeudi, et ça m'a beaucoup enrichi parce que la souffrance aiguë, enfin pas la souffrance aiguë physique, la souffrance d'avoir un cancer, je la voyais très bien en réanimation, c'est des moments très aigus, très intenses, très désespérés parfois de leur parcours et des familles, du parcours des familles. Et là, finalement, je les vois à un moment différent. Soit ils sont en cours de prise en charge, soit c'est après la fin du traitement, mais ils sont ambulatoires, c'est-à-dire qu'ils viennent à pied à un rendez-vous avec un médecin. Et donc, j'ai vu tout un autre pan de la particularité des patients qui sont pris en charge pour un cancer. Et c'est poignant. Moi, c'est poignant, mais en même temps, c'est ce que j'aime. Et l'hypnose prend du sens. En fait, ils me sont adressés principalement pour l'anxiété et la douleur, et ils me parlent très peu de douleur et très peu d'anxiété. Ils me parlent d'eux. Ils me parlent d'eux et de leurs difficultés, sans que... Moi, je ne suis pas psychothérapeute là-bas, hein. Je suis médecin et je fais l'hypnose. Mais finalement, Gustave Roussy leur permet d'être reçus par un médecin qui a du temps, et qui est pas, moi je donne pas de comprimés, je donne pas d'ordonnance, je donne pas tout ça. Et finalement, c'est un espace qui leur fait du bien, rien que l'espace, le temps, l'écoute. Et ils me parlent de leurs difficultés, de travail, de retour au travail, de couple, de famille, de supporter le traitement, de comment se projeter dans l'avenir, des questions existentielles. Qui rejoint beaucoup tout ce que tu as dit avant, c'est revenir à la vie, Ouais, revenir au fait d'être vivant, ouais, revenir à cette sorte de santé ouais, originaire, qui est au cœur, disons, de tout ce qui, ouais, ouais, de tout ce qui t'anime. Au fond, on ouais. sent que le cœur de ce qui t'anime, c'est ramener les gens dans cette dimension vivante, Ah oui, ouverte. ah oui, oui. Un autre point central à ton engagement, c'est que un peu comment le corps nous aide à faire cette expérience de bonté et de santé. Et ça, c'est vraiment une sorte de conviction C'est et de ça. savoir que tu as Ouais, et que tu as creusé tout. On ouais. peut dire que En fait, c'est que ça qui m'intéresse. ouais, on sent qu'il y a quelque chose là qui t'intéresse, une sorte de vérité Ouais. existentielle, parce qu'il y a quelque chose du corps qui ne ment pas. Ouais, c'est ça. Il y a un truc. Moi, j'emploie de plus en plus le mot de vécu parce que c'est un petit peu flou et c'est pas émotionnel, c'est pas intellectuel, c'est pas corporel, mais en même temps, ça rassemble tout ça. C'est-à-dire, le vécu, c'est finalement, si on se tait, on arrête de parler, on écoute, c'est plutôt dans le cœur, plutôt dans le ventre, c'est plutôt dans le tronc, quoi, quelque part. On écoute un peu ce qu'il y a. Et le secret qui est très simple et que je vais donner à tes abonnés ou enfin les gens qui voient pour rien du tout, c'est que il faut pas. Le message, c'est pas la tête vers là, c'est simplement laisser que la tête écoute. Et c'est quelque chose de notre intériorité. Intériorité, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Notre existence. Il y a quelque chose de notre existence qui va sourdre, germer, émerger et qui va monter dans ce qui fait notre intelligence rationnelle et tout ça, et ça va être mêlé harmonieusement. Et c'est ça, c'est cette espèce d'écoute. C'est-à-dire que c'est, par exemple, parfois, les gens disent sentez vos orteils, puis sentez vos mollets, puis sentez vos jambes. Non, tais-toi et qu'est-ce que tes pieds te disent? Qu'est-ce que tes mollets te disent? Qu'est-ce qui remonte? C'est à l'écoute de son vécu, de son existence. Et c'est ça le chemin. C'est le chemin juste parce que c'est comme ça qu'on est. Moi, je suis très excité par les travaux de Damasio. Cette histoire d'intelligence des êtres unicellulaires qui se débrouillent très bien pour aller vers ce qu'il leur faut et qui sont simplement dans la sensation. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et il y a quelque chose en nous de ça
Et si on s'y met à l'écoute de ça, ça te fait du bien. Ça complique moins la vie, et puis une espèce de santé, de vitalité aussi, et puis de possibilités. Et puis surtout, c'est toujours à l'instant. Il y a des gens qui ont souffert des choses atroces, mais en eux, il y a toujours cette espèce de flamèche de vie, d'intelligence qui est là. Peut-être qu'elle est ratatinée, mais elle est là. Et donc si on l'écoute sans se préoccuper de toutes les horreurs, je pense que ça va. Oui, c'est ça que tu fais, c'est de redonner un espace Oui, où on revient en rapport à ça, et au fond, la transformation, la guérison ou l'apaisement vient parce qu'on a pu se relier, se reconnecter à cette flamme, ce que tu appelles cette flamèche, cette dimension vivante en nous, oui. dont nous sommes coupés. Et c'est vrai que c'est ça que je suis très content que tu sois venu, parce que c'est une approche qui est très peu proposée aux gens, et que je crois aussi très importante. Ben, merci infiniment. Merci à toi, Fabrice. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que ça vous a passionné. N'hésitez pas à le partager, à me faire part de vos commentaires, et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de Dialogue. Je vous embrasse tous.